Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode 44 de la podcast, un podcast de Good Manufacturing Podcast. Bon, nous sommes de retour avec une équipe au complet, on est de nouveau 3. Et donc, eh bien, aujourd'hui, Arnaud et Mélanie pour parler de la suite de l'épisode d'il y a 2 semaines sur le pilotage. Exactement. Alors, comment allez-vous, mesdames et messieurs? Bah écoute, ça va très bien. J'étais absent il y a 2 semaines. Je regrette d'avoir été absent. Ah bah voilà, tu vas te rattraper. Dis-nous tout ce que t'aurais voulu dire la dernière fois. Voilà, donc voilà, on est parti pour le pilotage. Je sais pas si t'as vu quand même avant de commencer, Arnaud, j'ai sorti l'épisode sur l'interview du président de l'ordre de la Mais bien sûr que je l'ai vu, je l'ai écouté et j'ai adoré. C'est vrai? Et je l'ai déjà partagé à certaines personnes dans mon entourage. Excellent. Moi, j'avoue, je le garde pour mon prochain trajet en train qui est lundi. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On répond justement à la question très populaire de un pharmacien peut-il perdre son diplôme sur toutes les décisions qualité qu'il prend. Et donc la réponse de Stéphane, mon président de l'ordre des pharmaciens, dans le podcast. Franchement, il était très bien ce podcast, ouais. Très 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 intéressant et la réponse est ma foi assez tranchée, mais en même temps assez intéressante vu comment elle est construite, quoi. Donc non, c'est super. Ouais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Allez, c'est parti pour le pilotage. Donc la semaine dernière, on en était resté effectivement à définir ce qui allait pas trop dans le pilotage. On avait défini les indicateurs pastèques, les célèbres dictons de Mélanie. On avait aussi on avait défini ce qu'était un bon indicateur, un indicateur qui est utile. C'est un indicateur sur lequel on peut agir et on connaît les leviers pour le faire remonter, ou le faire passer en tout cas dans le vert. On avait aussi défini qu'est-ce que c'est qu'un bon pilotage. Puis on avait aussi défini à quoi sert un pilotage finalement, rendre visible ce qui est invisible, mais surtout qu'un pilotage finalement ça nous aidera difficilement à remonter un backlog pur si c'est un problème de capacité. Ça pourra remédier à des problèmes d'organisation, mais ça pourra pas remédier à des problèmes de capacité. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu as à nous dire, à ajouter là-dessus? Eh bien, voilà, moi il y a un truc que j'ai quasiment pas entendu dans tout l'épisode. Si on en gardait pour l'épisode suivant. Qui est super important. Ouais, mais vous avez parlé, c'est quoi l'indicateur, blablabla. Donc aujourd'hui, je vous propose peut-être une séance d'éducation sur le pilotage. Je l'ai entendu, ce mot-là, 3 fois dans tout l'épisode, et seulement à partir de la 23e minute, et en fait, ça n'a même pas été vraiment comme ça que j'aurais voulu l'entendre. Et pour moi, ce que j'aurais aimé qu'on mette plus en avant, et donc ce qu'on va mettre en avant, et que je vais expliquer pourquoi est-ce que je le mettrai en avant aujourd'hui, c'est pour moi l'indicateur clé du pilotage d'un processus, c'est l'encours dans ce processus et son évolution dans le temps. Quel que soit ce qu'on essaie de piloter. Quel que soit ce qu'on essaie de piloter. Un processus. Alors on va reprendre justement, on va faire un peu d'éducation. Essayons de simplifier et de voir un processus. Alors j'ai pas mal réfléchi suite à l'épisode, je me suis dit pour présenter un peu ce que c'est que cette notion de pilotage et pourquoi j'insiste vraiment sur cette notion d'encours, on va comparer un processus à un chiotte. Yes. Voilà. Donc dans les WC, t'as quoi? T'as de l'entrée, donc ce qui rentre dans les chiottes, hein. D'accord? Et t'as une sortie. Et au milieu, t'as tout un contenant avec un tuyau qui va plus ou moins vite et donc avec quelque chose qui sort plus ou moins vite. D'accord? Ta sortie, c'est ton débit de sortie. Ton entrée, c'est ton débit d'entrée. Et ton tuyau, c'est ton encours. C'est tout ce qu'il y a dans le chiotte. Avant que tu tires la chasse. Et du coup, si ton débit de sortie,
il est plus faible que ton débit d'entrée, bah ton chiotte, il va se remplir jusqu'à déborder. D'accord? Donc, ça a déjà arrivé sûrement à tout le monde d'un jour de tirer la chasse et puis, ça se vide pas. Bon, je vais peut-être retirer la chasse pour faire en sorte qu'il y ait plus de volume et ça se vide. Et là, ça déborde. Bon, peut-être que c'est pas arrivé à tout le monde que ça déborde. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé que ça arrive jusqu'à déborder. Mais bref. Voilà. Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, quand tu prends cette analogie, tu te dis, je tire la chasse une fois. Ah, ça s'est rempli, mais ça s'est pas complètement vidé. Et que là, tu te dis, je retire la chasse. En fait, ça va déborder effectivement parce que finalement, ton encours, il a augmenté et ton débit de sortie, il a diminué quelque part, ce qui fait que finalement, tu te retrouves avec cet encours énorme. Énorme. D'accord ? Et du coup, quand on dit ça, c'est ok, je tire la chasse une première fois, mon volume il augmente, il descend pas. Si j'agis pas sur mon débit de sortie pour redonner le bon débit de sortie, si je retire la chasse, ça va déborder. Alors que si j'agis, et c'est là où ce que j'ai bien aimé dans le dernier podcast, Paul-Adrien, c'est quand tu disais justement un bon indicateur, c'est quelque chose sur lequel on est capable d'agir. Et donc de suivre l'encours sur ton process, sur ton tuyau, sur ton chiotte, en fait, ça te permet de réagir avant que ce soit trop tard. Parce que tu vois que ça augmente, tu dis ouh là là, attention, faut que j'agisse parce que si je retire la chasse, ça va déborder. Donc voilà un peu mon analogie. Et du coup, maintenant, si on le transpose à un process, cette notion-là, prenons un process déviation. Un process déviation, tu ouvres des déviations tous les jours, t'en clôtures tous les jours. Au regard de ça, pour moi, il faut suivre l'encours de tes déviations sur ton site ou sur ton secteur en fonction du périmètre que tu choisis, semaine après semaine. Parce qu'en une semaine, ça peut changer rapidement. Et tiens, c'est bizarre, on va faire comme un process de prod. En fait, on va mettre une tolérance et un seuil critique. Si tu dépasses ta tolérance, tu vas dire, bon, si ça arrive qu'une fois, ok. La semaine d'après, si ça redescend en dessous, c'est ok. Si par contre, tu dépasses ton seuil de tolérance 2 semaines, 3 semaines de suite, 4 semaines de suite, même si t'es pas à ton seuil critique, attention, parce que là, faut agir rapidement pour pouvoir remettre la situation dans l'ordre. Sinon, tu vas te retrouver à dépasser ton seuil critique. Et là, tu vas te retrouver avec un backlog énorme, avec des délais qui s'allongent, etc., etc. C'est un OOT et un OOS. Exactement. C'est des OOT et des OOS de ton processus qualité. Et tous les processus, finalement, alors si on reprend pas forcément l'analogie d'un chiotte, mais en fait, c'est un tuyau dans lequel il y a des entrants et il y a des sortants. La longueur du tuyau, c'est ton temps de traversée. Donc, voilà, sur un site, on peut aller de la version plus macro qui est le tuyau, c'est tout le site. La longueur, c'est mon temps de cycle. L'entrée, c'est mes commandes. La sortie, c'est ce que j'envoie sur le marché. Si tu prends déviation, la longueur de ton tuyau, c'est les fameux 30 jours là que tout le monde a en tête, même si on sait pas d'où ça sort. Ton entrée, c'est tes nouvelles déviations. Ta sortie, c'est ce que tu clôtures. Et ce qui est dans ton tuyau, c'est ton encours. Et si ton encours il augmente, au bout d'un moment, ça veut dire que soit tu as amené beaucoup plus d'entrées d'un coup sans toucher à ta sortie, soit ta sortie elle a diminué avec le même nombre d'entrants, et du coup tu dois réfléchir, regarder, tiens, j'ai un encours qui augmente. Est-ce que c'est parce que j'ai ouvert plus de déviations? Non. Alors ça veut dire qu'il y a un problème sur mon traitement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en congé maladie depuis un moment et on n'a pas pris l'action de le remplacer temporairement, etc. Donc l'encours, l'évolution de l'encours, c'est un indicateur ultra important. Et après, il faut regarder à quelle fréquence je vais regarder cette évolution de l'encours. Moi, pour des déviations, j'aurais tendance à regarder toutes les semaines. Pour des dossiers de l'eau, j'aurais tendance à regarder tous les jours, en fait. Parce que si au bout de 3 jours, j'ai mon encours de dossier de l'eau qui augmente dramatiquement, si j'attends encore une semaine pour réagir, je risque de me retrouver dans une situation difficile. Pour des CAPA, j'aurais tendance à regarder toutes les 2 semaines ou tous les mois. Pour des change control, tous les mois. Enfin voilà, il faut aussi adapter par rapport à la vitesse de ton process. Et cela dit, tu peux créer des bacs de rétention à chaque étape, c'est-à-dire à chaque fois que des gens traitent, par exemple ta déviation, il n'y a pas tout le monde qui fait, il y a plein de personnes qui vont traiter, il va y avoir différentes étapes entre l'ouverture de la déviation et la clôture de la déviation. En fait, chaque étape importante, ça devient en fait des bacs dans lesquels ton entrée coule vers ton bac, là tu as une rétention, et puis vers le suivant, etc. etc. Ouais, c'est ça. Là, moi, je prends l'exemple de process déviation, c'est un seul tuyau, mais en fait, ce tuyau, tu peux le découper en plusieurs tuyaux. Parce que si effectivement, tu as un encours qui augmente, après, ce qui est intéressant de savoir, c'est, où est-ce que c'est bloqué? Donc là, tu découpes tes tuyaux, tu as le tuyau de la clôture par la Q, tu as le tuyau de l'investigation, tu as le tuyau de l'ouverture, et c'est intéressant de savoir si ton encours, il augmente
plutôt à l'investigation, à l'ouverture ou à la clôture. Ce qui te permet après de cibler où est-ce que tu vas intervenir pour agir et remettre ton indicateur dans le vert. C'est pour ça que c'est ultra important du coup de mapper son process quoi. En premier. Exactement. Et du coup, alors après il y a deux choses. Il y a le pilotage. Là, quand je parle du suivi de l'encours, pour moi, c'est le pilotage. C'est pas le pilotage du quotidien. C'est le pilotage plutôt au niveau managérial, peut-être même comité de direction du site, j'en sais rien. Et tiens, on va regarder l'encours, comment il évolue, et en fonction, je prends les décisions. Après, au quotidien, il y a tout ce que vous avez dit qui était très bien dans le dernier épisode, mais de dire, on a quand même fait des choses bien. Hein. Non, mais voilà, c'est de dire, ok, on est là pour faire passer à l'action. Donc en fait, dans le pilotage quotidien des déviations, moi, je vais pas m'intéresser à savoir quelle est l'évolution de l'encours par rapport à hier. C'est plutôt, tiens, prendre sujet par sujet, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui bloque, comment je débloque et comment je fais avancer. De toute façon, l'encours, tu le vois et puis tu peux prendre la décision très rapidement, quoi. C'est pas un truc sur lequel tu vas t'épancher pendant un quart d'heure, quoi. Exactement. Donc en fait, c'est pas compliqué, hein, le pilotage, c'est de la tuyauterie, quoi. C'est de la plomberie, tout simplement. Alors, en fait, c'est applicable à tout, hein. Tu peux l'appliquer à tes process qualité, tu peux l'appliquer à ton process de traitement de ton linge chez toi, hein. T'as ton linge sale avec des piles qui augmentent, t'as tes machines, t'as ton linge qui sort, à plier, à repasser, enfin tu vois, t'as des piles partout. Finalement, tout ça, c'est que des piles. C'est applicable dans toute activité, tout process. Oui, j'ai juste un petit problème avec l'image que tu nous proposes du linge sale ou des toilettes. C'est que tu sous-entends que tu vides par... Pardon, je viens de faire tomber un stylo, ça fait du bruit. Tu vides par à-coup. Alors que pas finalement... Pas forcément. Pas forcément, parce que ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière un peu, c'est que souvent, tu as des phénomènes de « Oh mince, je suis en fin de semaine, j'ai X dev que je dois traiter dans la semaine et hop, je traite tout d'un coup et je passe tout au suivant et que ça fait des périodes de creux et des périodes de... Voilà. C'est sûr que l'image du linge sale, tu vas pas lancer une machine tous les jours dès que tu as du linge à lancer, mais je pense qu'aussi, le pilotage, ça permet de lisser aussi. Et d'éviter qu'il y ait des choses qui s'accumulent, quoi. Alors du coup, effectivement, l'image du chiotte, on n'est pas raccourci parce que c'est quand on tire la chasse, ok, très bien. mais l'image du linge, finalement, en fait, peut-être que ta déviation, si on le compare au linge, c'est la contenance de ta machine finalement. Et du coup, ton tas de linge, dès que tu as une contenance de machine, boum, ça part, boum, ça part, boum, ça part. Tu vois, c'est pas forcément par raccourci, c'est des opérations qui se passent les unes après les autres, comme dans tout on process. Est d'accord. Mais voilà, du coup, c'est pas forcément, j'attends pas d'avoir une énorme pile de linge pour tout balancer parce que justement, ma machine, elle sera pas capable de prendre tout ça. On est d'accord. Je trouve le linge, c'est vachement adapté parce que chez moi, du coup, j'ai une panière qui est plus grande que le contenu de ma machine et en plus, j'ai une panière en haut et une en bas. Alors si tu fais regarde pas, si tu pilotes pas bien ton encours, je peux te dire que tu te retrouves avec. Et puis du coup je peux pas faire plusieurs puisque le sèche-linge dure plus longtemps que la machine. Et donc finalement, tu peux pas faire plusieurs machines le même jour. Donc tu te retrouves avec un gros problème si tu fais pas attention. Exactement. Non mais le process de traitement du linge, il est vachement intéressant parce que du coup effectivement tu peux faire du TRS sur tes machines. Alors que moi qui n'ai pas de sèche-linge, j'ai pas ce problème-là. Ouais, mais t'as un temps d'attente de séchage du linge qui est plus long. Il faut que j'anticipe pour avoir suffisamment de linge à repasser pour la femme de ménage. Ton boulot, il est peut-être au niveau de l'étendoir à linge, quoi. C'est ça. Ouais, donc effectivement, il y a plein d'analogies effectivement pour le pilotage. Après, c'est effectivement pas compliqué sur la théorie parce que le pilotage finalement c'est deux choses. C'est la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la théorie finalement elle est pas trop difficile à comprendre une fois que t'as les bases. Mais après une fois qu'il faut le mettre en pratique et finalement comme on dit repérer le linge et aller le mettre à la machine et le sortir, finalement derrière ce qu'on met sur des tableaux et derrière les chiffres et derrière chaque petit post-it, il y a des gens qui vont faire des choses, quoi. Ouais, faire les choses aux gens. Enfin, et finalement, et c'est pas faire les choses aux gens, mais motiver les gens pour faire les choses. C'est ça qui peut être parfois très compliqué, quoi. Ouais, et ça, par contre, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, motiver les gens pour qu'ils aillent faire des choses. L'important d'avoir des rituels justement autour de ce pilotage, c'est super important parce que là, ces rituels. Tu prends le déviation, tu fais un rituel tous les jours.
Si tous les jours tu vas dire à la personne, t'as fait ton truc, ah bah non, qu'est-ce qui bloque? Ah bah ça, tu peux comment on le débloque? Ah bah machin. Au bout d'un moment, elle va le débloquer parce qu'elle va en avoir marre que tu lui en parles tous les jours. Et après, ça va devenir une culture et ça va rentrer. Ce que j'allais dire, après, si tu mets que un visual management en disant voilà, et puis tous les mois tu regardes comment c'est, bah effectivement là tu motives pas les gens, quoi. Et puis j'allais dire, il y a des gens, bon après t'en auras toujours qui attendront d'avoir leur appel en pilotage pour se dire ah oui j'ai ça à faire, et puis il y en a d'autres qui vont ils vont prendre des bonnes habitudes et en fait ils vont se dire ah tiens j'en suis où, et dire ah oui il y a ça qui va tomber au point de pilotage, ah je vais le faire avancer et tout ça, et que ça va aussi aider à gagner en fiabilité dans l'avancement du processus, quoi. Mais moi le premier, et on le voit quand on fait le pilotage en interne de l'Académie de la qualité efficace. Souvent, moi, c'est au point de pilotage, je me dis ah oui tiens j'ai ça à faire, et après je vais le faire dans la journée. Enfin tu vois, ce point de pilotage, il me permet aussi quelque part de me décharger le cerveau et d'avoir ok je sais que c'est là, et au pire ça va être rappelé et je vais le faire à un moment donné parce que ça va m'être rappelé. Voilà. Donc moi le premier, en fait, on est humain, c'est pas un truc de surhomme de faire les trucs à temps. Tout le monde peut atteindre ce point de pilotage, mais du coup le point de pilotage, il est là aussi pour rappeler les choses à faire et pour que les gens ils reprennent le truc et qu'on n'attende pas des semaines et des semaines avant de se dire ah oui j'avais ça à faire, je l'ai pas fait. Comme disait Paul Adrien, il y a le fait de devoir faire des choses aux gens, de les motiver. Et le pilotage, donc ça c'est le pilotage du quotidien, le plus proche du terrain, le plus proche de l'opérationnel. Et il y a le pilotage du management. Et effectivement, on prend des sujets comme les déviations ou les CAPA. Moi, je trouve que là, le management, il est un peu court sur comment il pilote ça. Et c'est pour ça que je voulais insister au démarrage de cet épisode sur la notion de l'encours, parce que pour moi, le management devrait s'inquiéter de l'évolution des encours aux différentes étapes et sur les étapes critiques de son flux de libération, notamment donc déviation, dossier de l'eau, mais aussi d'amélioration, les CAPA, les change control. Et ça, c'est à regarder tous les mois. Et plutôt que de regarder mon temps de traitement il a augmenté, on attend en backlog, on est en retard. Regardez votre évolution de l'encours. Mettez des tolérances. Réagissez quand vous avez dépassé trop de fois la tolérance. Par exemple, en disant, bah voilà, je prends les déviations, encore une fois, parce que c'est un exemple qui est le plus parlant pour tout le monde. Tu as une tolérance, tu te dis, ok, là je suis en train de la dépasser, ça fait 3 semaines de suite, j'appelle mes réservistes investigateurs, là, parce que j'ai mon équipe d'investigateurs du quotidien, et j'en ai 4-5 de temps en temps qui peuvent venir faire des investigations. Je les appelle sur le truc pour qu'ils puissent venir aider les investigateurs du quotidien à résorber la situation. Mais en fait, j'ai envie de te dire, là, tu prends l'exemple des devs, mais comme tu disais, les devs, on a tous en tête, à tort ou à raison, je dois avoir 30 jours pour traiter tes devs, et finalement, tu vas vite aussi identifier ton backlog et assez facilement et se dire alerter. Mais finalement, ce sujet-là, il est aussi hyper important pour les CAPA et les change, parce que tu es sur des délais qui peuvent être variables. Ouais. Mais à un moment, tu as une capacité limite de gérer tes CAPA et tes change. Donc, il faut aussi se dire, même si t'es CAPA, t'en as dans 2 mois, t'en as dans 6 mois, et puis t'en as peut-être dans 1 an. Donc ça va plutôt être les change, parce que bon, mais tu peux avoir des CAPA qui vont avoir des délais beaucoup plus longs. Ben, tu peux aussi t'alerter en disant, mais là, on en a trop, et à un moment, ça va coincer, et anticiper, quoi. Et donc ça s'adapte à tout, et je trouve que c'est encore plus pertinent pour les CAPA, les change, où t'as pas de standard de délai de traitement. Ouais, et puis en plus, comme vous en avez parlé la dernière fois, les CAPA et les change, c'est un peu décorrélé de la libération, donc c'est un peu mis de côté. Mais bon, après, du coup, si on revient aussi sur un truc que vous avez abordé la semaine dernière, c'était sur cette notion de la charge, la capacité, etc. Si je reprends mon analogie du tuyau, on a l'entrée, ça c'est mon débit d'entrée. Alors si on prend les devs, c'est imprévisible. On peut en avoir 0 une journée comme 10 le lendemain, quoi. Donc ça, c'est imprévisible. Par contre, tu peux connaître ton débit de sortie, c'est-à-dire combien j'en sors chaque jour. Alors après, tu fais une évaluation sur toute une année et au moins tu vois ce qu'il y a. Et du coup, quand ton débit d'entrée, il augmente plus que ton débit de sortie, là, tu vas pouvoir te dire, attention, je vais peut-être avoir un risque. Et derrière, il y a une formule mathématique entre ton débit d'entrée, la longueur de ton tuyau et ce que tu as dans ton tuyau.
Et du coup, et ton débit de sortie, pardon. Et du coup, tes 30 jours, les fameux 30 jours, bah en fait, tu peux très bien te dire que tes devs, tu vas les clôturer en moins de 30 jours si tu adaptes la longueur de tuyau, elle va dépendre de ton encours, donc ton débit d'entrée, ton débit de sortie, et tu peux jouer là-dessus pour pouvoir réduire la longueur de ton tuyau aussi en fait. Et du coup, ça amène une autre réflexion. Quand on est sur un suivi de l'encours au fur et à mesure des mois, bah en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ou des semaines, pardon. On voit que quand ton encours il augmente, bah irrémédiablement ton délai de traitement il va finir par augmenter. C'est mathématique. Sauf si tu as X réservistes en attente et que tu les mobilises. Sauf si en tant que manager du site, tu suis ça et tu prends la décision quand tu vois que ça augmente plusieurs semaines de suite et que tu mets la bonne action pour éviter que ça augmente de trop. Mais si tu laisses augmenter, ton délai de clôture va mathématiquement augmenter. Et donc voilà, pour réduire un temps de cycle, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut agir sur la capacité pour sortir par rapport à l'encours, donc par rapport à l'entrée. C'est tout simple. Et donc après, alors sur les CAPA, les change control, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que effectivement, c'est des process qui vont beaucoup plus lentement et qui sont décorrélés de la libération. Donc, on a tendance à moins regarder en termes de pilotage, alors que, en fait, dès que tu mets en place un pilotage, dès que tu rends visible, comme l'avait dit Paul Adrien la dernière fois, là, tu as un effet ultra positif sur l'évolution de ton encours et donc sur le nombre de change ou de CAPA clôturés dans les temps, etc., etc. Je trouve que le change aussi, le pilotage, il a un bénéfice parce que, on va dire, le CAPA, souvent, c'est un service qui doit faire son action. Alors que le change, tu as une coordination entre les services et que là, on revient à ce qu'on disait aussi la semaine dernière, que le pilotage, il va permettre de aussi faciliter cette coordination entre les services et qu'en fait, vous allez fiabiliser l'avancement de vos change ou de vos actions parce que là, tout le monde saura ce qu'il a à faire à quel moment, voire dire ah tiens, si je fais pas ça, je vais bloquer mon collègue d'un autre service, donc j'ai ça en tête et tout ça. Et là, le bénéfice du pilotage sur le change control, c'est vraiment la coordination entre les services. Alors, est-ce que Paul Adrien de retour, est-ce qu'on va t'entendre ? Je sais pas. Si on t'entend. Bon, du coup, je sais pas très bien où vous en étiez, mais ce que je disais par rapport au pilotage avant que je me sois déconnecté, c'est par rapport à la vision à long terme, justement, quand tu as des gros trucs que tu dois planifier, qui sont des actions importantes, donc tu les mets forcément dans longtemps à faire. Et finalement, si tu te réveilles pas, si tu te dis pas que tu as ça à faire et qu'il faut commencer par quelque chose, et finalement tu te réveilles à la dernière seconde. Et ça c'est très important. Et effectivement, si on prend le pilotage des CAPA par exemple, les gens ont tendance à piloter par le retard, c'est-à-dire on regarde déjà les CAPA qui sont en retard et par les actions à clôturer dans le mois. Un point de pilotage des CAPA, on doit s'intéresser au moins aux CAPA qui arrivent dans les 3 prochains mois. Donc, mois en cours, mois plus 1, mois plus 2, mois plus 3. Parce que du coup, si tu attends d'être dans le dernier mois pour dire « Ah, il y a cette CAPA qui a clôturé dans le mois », si le mec, il a complètement oublié qu'il avait cette action et qu'en fait, il avait vraiment besoin des 3 mois parce qu'il y a des délais pour réaliser l'action, blablabla, c'est déjà mort en fait. Donc, un pilotage de CAPA, et les changes, c'est encore pire, mais en fait, il faut aller regarder dans le futur et pas juste dans ce qui se passe à l'instant T. Là où les déviations, tu vas plutôt regarder ce qui se passe à l'instant T. Et c'est ça qui va te permettre aussi de reprendre de maîtrise sur ton processus et diminuer ton backlog en fait. Parce que si tu attends juste que ça arrive proche du délai ou dans ton backlog pour traiter, ça veut dire que l'action que tu avais prévue dans 3 mois, parce que tu as besoin de 3 mois pour le faire, elle va forcément passer dans le backlog. Donc c'est ça qui est important aussi dans les points de pilotage. C'est bien de regarder les choses qui sont en backlog parce que ça permet de les faire avancer et d'identifier les points de blocage et résoudre les problématiques. Mais c'est aussi parler du quotidien pour éviter qu'on génère du backlog chaque mois, chaque semaine en fonction de quel processus on parle. Et l'autre bénéfice de mettre en place, si on reparle encore des CAPA ou Change Control, de mettre en place ce type de pilotage,
c'est que ça va t'obliger quelque part à identifier, même si c'est dur, une capacité de réalisation d'actions par service par mois et de se dire bah tiens moi en prod je peux pas faire plus de 4 actions par mois par exemple. Je dis 4, c'est complètement arbitraire, hein. Mais ne serait-ce que de faire cet exercice au niveau d'un site, de se dire combien j'accepte de clôturer des actions par mois, ça te permettra aussi quand tu ouvres des CAPA de mettre des délais qui sont déjà un peu plus pertinents, pas que par rapport à la réalisation de l'action, mais aussi par rapport à ta capacité de traiter les actions dans le service. Alors, cette capacité, elle est dure à mesurer. Moi, quand je le fais, j'ai tendance à poser arbitrairement au début, puis après, tu fais de l'ajustement au fur et à mesure en fonction de ce que tu ressors de ton pilotage. Au début, tu te dis, je prends combien de personnes réalisent des CAPA, je leur mets pas, enfin, on va commencer en disant, ils ont 1 ou 2 actions et on verra aussi comment ça fonctionne. Ça peut être une manière de commencer. C'est marrant ce que tu dis parce que ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait, tu sais, sur notre construction des CAPA. Parce que finalement, en fait, si tu dis combien d'actions je peux clôturer par mois, c'est probablement dès le départ faux parce que ça dépend de la taille de l'action. Et en fait, si tu l'ouvres avec justement en découpant ta grosse action en plein de multitudes de petites actions réalisables, et ben là, du coup, ton estimation devient vachement plus représentative de ce que tu peux réellement faire. Carrément. Ça fait sens, ce que tu dis. C'est très pertinent. Non, mais oui, effectivement, tu peux pas comparer une capa de je modifie un document avec une capa de je change un équipement, quoi. La grosseur de l'action, effectivement, clôturer une action mais alors que si tu les découpes, ou alors si t'es pas dans un système, parce qu'il y a des sites où ils découpent pas, tu peux aussi donner du poids à l'action et dire, je sais pas, une action de je modifie un truc sur mon équipement, ça vaut 4, je suis capable d'en clôturer 4 par mois. Bah, si je dis que cette action, je la clôture en juin 2025, je pourrais pas en clôturer d'autres. Voilà. Ouais, et encore une fois, c'est pas forcément vrai, parce que si tu mets sur 3 mois et que t'en fais une par mois jusqu'en juin 2004, et finalement, en fait, celle-là, elle fait 4, mais répartie sur 4 mois, du coup, finalement, ça t'en fait une par mois pendant 4 mois, quoi. Non, mais bien sûr, mais du coup, mais... en tout cas, ça sera jamais parfait, mais déjà d'avoir posé un peu ces éléments de règles, ça te permettra d'être un peu plus juste que ce que aujourd'hui on fait sans rien, déjà, et de lancer une première étape sur cette mode de fonctionnement-là. Ça va te permettre aussi justement de faire des retours d'expérience et de réajuster un peu ton niveau et de réajuster tes poids d'action, etc., quoi. Mais c'est ce que moi j'avais cette discussion aussi quand j'étais process owner change, en fait, de dire mais par service combien vous avez de change owner, combien ils sont de change à capacité de traiter, et puis penser t'as le nouveau que tu dois faire, mais t'as celui que t'as fait il y a 1 ou 2 mois et que tu dois faire avancer aussi. Et donc on revient sur ton exemple de l'encours où c'est important aussi de se dire ça sert à rien de lancer X change si derrière je suis pas en capacité de les faire avancer, quoi. Donc on revient aussi à la connaissance de la charge capacité pour se dire voilà, ce mois-ci ou dans le prochain trimestre, c'est ce change là qu'on traite, et le prochain il sera traité ultérieurement quand on aura la capacité de le faire, plutôt que faire entrer trop de choses dans le système en une fois et puis après générer du retard ou du backlog ou emboliser le système parce que il n'y a pas la capacité de faire avancer toutes les étapes qui sont nécessaires pour le change. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faudrait qu'on fasse un épisode sur change control très rapidement, parce que il y a une différence entre les change control et les CAPA, c'est que des fois les change control tu les subis, et en fait finalement c'est un mix entre les déviations et les CAPA, c'est-à-dire que les CAPA effectivement tu peux choisir d'en ouvrir moins parce que tu n'as plus de capacité de les faire, et bien que ça dépend finalement de ton entrée de déviation, mais les change control des fois il faut les faire, quoi, et il faut les faire. Je suis pas d'accord, moi je ferais l'analyse dans l'autre sens. Moi j'ai dit justement les CAPA entre guillemets tu les subis parce qu'il faut les faire parce que ça vient d'une déviation, alors que ton change tu peux dire celui-là je le fais dans 3 mois. Alors ça dépend des sujets du change et ce que t'apporte le change. Le fournisseur il ferme. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le fournisseur ferme. Ah oui, non mais voilà, voilà. Mais t'es sûr, tu veux changer, je sais pas moi, une balance pour mettre un ticket et puis avoir de report ou faire une balance connectée qui t'enregistre les choses.
Si tu le fais dans 3 mois, c'est pas forcément gênant. Ah, c'est pour ça que je dis que c'est un mix entre les deux. Messieurs, dames, on est en train de dériver sur le sujet du change et de la priorisation des changes, qui est un sujet passionnant sur lequel on a déjà travaillé. On pourra faire un épisode spécifiquement là-dessus. Mais on parle plus de pilotage, là, les enfants. C'est vrai. C'est vrai. De toute façon, il est l'heure. Voilà. Alors, moi, si je peux dire un mot pour conclure sur cet épisode-là, en comité de direction, arrêtez de regarder chaque mois quel est votre délai moyen de clôture de déviation, combien on a de déviations en backlog, combien on a de CAPA en backlog, etc. Arrêtez. Par contre, mettez en place des seuils de tolérance sur vos différents process et regardez l'évolution de l'encours semaine après semaine de vos process. Comme ça, vous aurez en comité de direction un indicateur qui vous permettra de prendre des décisions stratégiques pour éviter la dérive de ces systèmes. Après, vous pouvez regarder la performance à la fin de l'année ou tous les 6 mois si vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça sert à rien de regarder la performance tous les mois. Ce dont vous avez besoin de regarder, c'est justement les indicateurs de pilotage et pas de performance. Et donc, au niveau comité de direction, c'est l'encours et son évolution. Point barre. Bam. Bon, en tout cas, sur ces mots d'une grande sagesse, on va conclure cet épisode. Merci à tous de nous suivre. Désolé pour les problèmes techniques du jour, ça arrive. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aller sur la communauté pour aller poser vos questions, aller voir du benchmark. Il y a un newsletter qui est sorti en début de semaine sur le pilotage et sur le sujet. Voilà, il y a plein de trucs. Et puis donc, si vous avez besoin de mettre en place du pilotage sur votre site, n'hésitez pas à nous contacter. On sait très bien faire, on le fait souvent et on adore ça. Allez, merci à tous et bonne journée. Allez, bonne journée, merci.